entreprises et les agriculteurs alsaciens. Chaque année, dans notre pays, nous produisons 446 kilos d'ordures ménagères par habitant. Sont-elles triées? Qu'en faisons-nous véritablement? Sommes-nous de bons éco-citoyens? Tout de suite, des éléments de réponse dans cette émission. Madame, Monsieur, bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour évoquer cette problématique dans La Voix est libre et évoquer la production très particulière de nos déchets. Une production inéluctable à toute société de consommation. Pour nous éclairer sur ce plateau, Benoît Jourdain. Bonjour monsieur, bonjour. Vous êtes président du SICOVAD, le syndicat de collecte et de gestion des déchets dans les Vosges, et vous êtes par ailleurs président du syndicat mixte de traitement. Vous avez lancé dernièrement d'ailleurs une opération avec des poules qui traitent des ordures ménagères. Est-ce que ça marche bien? Ça marche plutôt bien, mais on est en phase expérimentale. Là, on est dans la logique de ce qu'on appelle la prévention, oui. la gestion domestique des déchets. Donc on a doté un certain nombre de foyers vosgiens de poules pour tester ce que la poule peut ingurgiter comme déchets fermentescibles et voir en quoi elle contribue à réduire les tonnages que ensuite le service public aura à gérer. Sur ce même plateau, en face de vous, est Helmut Birtel. Bonjour monsieur. Vous êtes de la DEPRA, entendez l'association de défense de l'environnement de la Petite Rosselle et des alentours, pour être tout à fait précis. Votre préoccupation majeure, vous, en matière d'environnement, c'est laquelle? C'est d'une part d'éviter qu'on aille vers une spirale où les déchets prennent vraiment deviennent trop importants, et faire prendre conscience aux gens que les déchets ont de la valeur et n'ont pas à être jetés comme ça. Donc on peut les valoriser et c'est notre combat actuellement avec dans la zone où nous sommes. Très bien. Et puis à vos côtés, Christophe Neumann, qui est directeur d'éco-emballage pour le Grand Est. Alors, première question, est-ce qu'on produit de plus en plus de déchets ou au contraire, est-ce qu'on a une attitude de plus en plus éco-citoyenne? Il y a une idée reçue, c'est celle de penser qu'il y a toujours plus de déchets d'emballage. Et en fait, aujourd'hui, on a moins de quantité d'emballage qu'en 1997. C'est 73 kilos aujourd'hui d'emballage par an par habitant. Et en 1997, c'était 84 kilos. Alors, si on regarde sur ces images, Sylvain Pierrel, notre réalisateur, va mettre à l'antenne effectivement cette image de la poubelle type. Et on va s'apercevoir effectivement que la plus grande partie, ce sont des déchets biodégradables. Explication, biodégradable? On peut les valoriser, on peut en faire du compost, c'est de la matière organique, donc on n'est pas dans une logique de recyclage avec tout ce qui est biodégradable. Les emballages dans une poubelle aujourd'hui, ça représente 16% du poids de la poubelle, tous ces emballages qu'on peut recycler. Mais ça touche le quotidien des Français, donc c'est un geste qu'on a à faire quasiment tous les jours en fonction de notre consommation. Alors vous évoquez les emballages, c'est un sujet très sensible. On reproche très souvent aux industriels d'en faire trop en matière d'emballage. Si on se réfère au blister, on met une puce par exemple, et puis on met un premier emballage, un deuxième blister, etc. Je crois que c'est l'une de vos revendications. Les emballages, c'est un problème majeur. La première chose qu'on doit faire, c'est éviter qu'il y ait en amont trop d'emballages et on évitera déjà à l'arrivée d'avoir trop de déchets. Donc le premier combat, c'est à ce niveau-là. Or, c'est vrai que l'emballage fait vendre. Ouais. Donc plus l'emballage est gros, plus les gens sont intéressés peut-être. C'est un tort. Christophe Neumann, on ne peut pas demander aux industriels d'en faire quand même un petit peu moins? Ouais. L'emballage, il a une fonction d'abord, c'est de protéger le produit. Et l'industriel, il ne vend pas un emballage, il vend le produit qui est protégé par cet emballage. L'emballage sert aussi à communiquer, mais les industriels n'ont pas attendu pour réduire le poids de leurs emballages et travailler. Vous prenez par exemple ces 2 bouteilles de bière, vous ne voyez pas la différence. Et pourtant, ça c'est la nouvelle, ça c'est l'ancienne, elle est un peu plus haute et il y a une gravure sur la nouvelle derrière. Elle pèse 12% de moins pour le même volume de bière, et c'est 7000 tonnes de verre en moins chaque année. En Champagne, par exemple... Oui, vous avez des flacons qui ressemblent étrangement à des bouteilles de champagne, sans marque, on vous en remercie. Vous avez là ces bouteilles de champagne, en apparence on a l'impression que c'est les mêmes. L'ensemble des maisons de champagne se sont mises autour de la table pour réduire le poids de la bouteille de champagne. Cette bouteille-là pèse 900 grammes, et celle-là pèse 835 grammes.
Le consommateur n'a pas vu la différence. Simplement, il y a aujourd'hui dans la perception du consommateur un sentiment que plus une bouteille est lourde, meilleur est le vin. Donc il y avait une appréhension des maisons de champagne de réduire le poids de la bouteille vis-à-vis de la réaction du consommateur. Et là, eh bien, ils ont tous réduit en même temps. Et donc, ça a permis une économie chaque année de 20 000 tonnes de verre d'emballage qui se seraient retrouvés entre les mains des consommateurs. Alors, on sait que dans le Code de l'environnement, il y a une hiérarchie à respecter. D'abord, c'est la préparation pour la réutilisation de nos ordures ménagères et autres. Il y a le recyclage et la valorisation et l'élimination, enfin. Alors, la préparation pour revaloriser, ça, c'est la problématique des éco-citoyens, j'ai envie de dire, des usagers, M. Jourdain. En fait, il y a même autre chose dans la hiérarchie, parce que tout en haut de la hiérarchie, il y a ce qu'on appelle la prévention, c'est-à-dire la non-production de déchets. On dit toujours que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, d'où effectivement l'opération des poules qu'on a lancée, qui relève aussi d'une vaste sensibilisation de la population sur une meilleure gestion de ces déchets. Et ensuite, effectivement, on essaie de favoriser au maximum le réemploi. Donc, c'est toutes les filières aujourd'hui qui permettent de réutiliser un produit, de ne pas en faire un déchet. On a la même logique et je pense qu'on partage les mêmes combats que M. Birtel, d'essayer que ces produits n'arrivent pas à la poubelle et fassent objet de réemploi. Donc il y a tout un travail, je dirais, de partenariat avec les associations, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, sur les textiles, sur les meubles, etc., pour essayer d'éviter que ces déchets ne soient gérés par les services publics et au contraire, pour qu'ils soient réutilisés. Et le mot de Birtel, du côté de la petite Rosselle là-haut, est-ce qu'il y a véritablement un dispositif qui permet tout de suite de pré-trier, j'ai envie de dire ? Je crois qu'on est à la pointe de ce qui peut se faire, puisqu'on a réussi à mettre en place une gestion globale de l'ensemble des déchets. Et c'est, comment dire, par rapport à ce qui existe en France, quelque chose de nouveau, que tout le monde d'ailleurs vient visiter. Donc le déchet est pris du début jusqu'à la fin, traité, en passant par différentes étapes et au final, les déchets verts, puisqu'on est aussi là-dessus, sont traités en méthanisation et non plus envoyés vers les incinérateurs qui ne font que brûler et ne produisent, à part l'énergie chaleur ou électrique, hein, mais en mettant quand même pas mal de gaz pour chauffer et brûler. Donc, il y a beaucoup de pertes par rapport à ce qu'on produit. D'accord. Le méthane, c'est un gaz, c'est H4, donc ça sert effectivement à chauffer. La deuxième phase, c'est le recyclage. Alors là, on a beaucoup de choses à faire encore, beaucoup de choses qui sont réalisées. Un exemple avec les matières plastiques. Je vous propose de regarder ce document qui a été réalisé à la demande de Éco-Emballage. Il est 8h30. Notre équipe termine de fixer une balise GPS sur une bouteille en plastique afin de la suivre pendant toutes les étapes de tri et de recyclage. La balise est fixée sur la bouteille en plastique. Elle est ensuite déposée dans le bac de tri. Les rippers récupèrent les emballages triés et embarquent notre bouteille. Ils poursuivent leur tournée. Une fois leur collecte terminée, ils se dirigent vers le centre de tri à 15 km de là. Grâce à notre balise, nous la suivons à la trace. Le camion arrive dans le centre de tri. Les emballages collectés sont pesés, puis déchargés. Ils vont être séparés par matériaux au cours de différentes étapes. Le tri manuel, mécanique et optique. C'est comme cela que les erreurs de tri sont progressivement éliminées. Les différents emballages recyclables sont ensuite regroupés entre eux. Acheminés et stockés par matériaux dans ces compartiments, les emballages en plastique partent pour être compactés, puis rassemblés en balles. L'étape de tri est terminée. Direction l'usine de recyclage du plastique. Ici, les bouteilles en plastique vont être transformées en matière première. Les balles sont d'abord déballées. Ensuite, les bouteilles sont triées par type de plastique, prélavées et broyées en paillettes. Elles sont lavées, séchées et transformées en granules. À partir de ces granules, les préformes sont créées. Ce sont les embryons de futures bouteilles. Direction l'usine d'embouteillage à 5 km de là. Les préformes sont désinfectées et lavées. Maintenant stérilisées, elles sont chauffées et soufflées pour former de nouvelles bouteilles qui sont remplies, bouchées et étiquetées. Et prêtes à retourner bientôt dans les rayons.
Benoît Jourdain, on a bien compris que derrière ce recyclage, il y avait tout un pan de l'économie nationale qui était quand même relativement important. Est-ce que ça veut dire qu'on génère des emplois? Oui, je crois qu'il faut quand même rappeler ce message régulièrement, c'est que le tri, c'est quelque chose de très vertueux. Alors, on parlera peut-être de l'aspect financier, de l'aspect environnemental, mais c'est également vertueux d'un point de vue économique. Donc, on a bien vu dans le petit film là que derrière, il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi en collecte, il y a de l'emploi sur le tri, il y a de l'emploi derrière sur l'industrie, ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est en fait éviter de prélever la matière première dans la nature pour au contraire utiliser des déchets qu'on n'aura pas à traiter. Donc un double intérêt environnemental, mais il y a aussi un intérêt économique. Je pense que les Vosges, de ce point de vue-là, sont peut-être les champions de France de l'économie circulaire, compte tenu du nombre d'industries qui qui travaillent à partir de matières premières issues de déchets. On a par exemple la papeterie de Golbet, un Norske Skog aujourd'hui, qui consomme à peu près la moitié des papiers recyclés du territoire national. On a un verrier qui s'appelle OI Manufacturing, ou BSN, ex-BSN, à Gironcourt-sur-Brenne, qui fonctionne avec du verre récupéré. Ce Réplac est une usine de régénération de plastique, comme vous avez pu en voir une dans le petit film. On a aussi Nova Tissu à Laval-sur-Vologne qui recycle ce qu'on appelle les tétrabriques, enfin les emballages légers avec de l'aluminium. Voilà, donc on a dans les Vosges tout un pan de l'activité économique qui se fait grâce à la matière première qu'est le déchet recyclé. Et c'est vrai que derrière, il y a de l'emploi. Donc c'est un message qu'il faut faire passer à nos administrés, c'est que vous ne triez pas que pour vous faire plaisir ou pour la nature, vous triez aussi parce que ça crée du business dans votre région. À propos de région, Christophe Neumann, est-ce que véritablement notre région Lorraine est bien placée? Est-ce qu'elle est vertueuse? Alors, je vais emmener les cartes pour qu'on regarde les résultats au niveau national. Alors, vous voyez que dans la Lorraine, on est, pour les quantités de verre triées, on est la 13e région en France. Ça veut dire qu'il reste encore du verre dans les poubelles d'ordures ménagères. Alors, on a un champion en Lorraine qui est le syndicat des Vosges, qui a la plus forte performance en Lorraine. Et quand on regarde les autres emballages qu'on trie, les papiers carton, les bouteilles plastiques par exemple, et les boîtes de conserve, canettes, là, on est classé 18e au niveau national. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste encore à améliorer le dispositif pour faciliter le geste de tri. C'est le travail d'éco-emballage auprès des communes, des collectivités, les accompagner pour améliorer le tri, notamment en milieu urbain. On trie 2 fois moins quand on habite en ville que lorsqu'on est à la campagne, parce que c'est plus dur de trier, il faut du temps, il faut de la place, et c'est ce qui manque lorsqu'on habite en ville. Donc on doit trouver des solutions, et c'est le travail qu'on fait avec les collectivités de Lorraine. Messieurs, vous parliez du verre, vous parliez des Vosges. Je vous propose effectivement, et vous l'avez cité, Monsieur Jourdain, je vous propose effectivement de regarder ce reportage de Dominique Duforet et d'Éric Bertrand sur l'ex-BSN, autrement dit, comment on recycle du verre dans les Vosges. Chaque fois que l'on jette du verre dans un conteneur en Lorraine ou en Alsace, il se retrouve ici, livré à la verrerie de Gironcourt-sur-Vraine. L'usine fabrique 1,2 milliard de bouteilles de bière par an, essentiellement à partir de verre recyclé. Aujourd'hui, nous avons la chance, pour fabriquer nos bouteilles, d'utiliser 88% de verre recyclé. Ce qui est formidable avec le verre, c'est qu'il est recyclable à l'infini et garde toujours ses caractéristiques. Le verre est toujours neutre. Les 280 salariés de l'usine vosgienne travaillent en 5 équipes. L'usine tourne 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il ne faut pas arrêter le four, chauffé à 1500 degrés, et dans lequel sont fondus verre recyclé et verre neuf. À la sortie, les gouttes de verre se transforment en bouteilles. Les spécialistes reconnaîtront une marque alsacienne très populaire. Recycler a un coût, récupérer les bennes à verre, trier le verre. L'utilisation de verre recyclé nous permet de faire une économie de 20% d'énergie. Ce qui fait que l'un dans l'autre, recycler n'est pas plus coûteux que d'utiliser de la matière noble. Le four, les fours en fait, doivent être approvisionnés de manière continue. L'usine reçoit 180 000 tonnes de verre recyclé par an, achetés aux collectivités locales. Autre atout écologique, elle livre ses clients grâce au train, l'équivalent tout de même de 60 camions par jour. Helmut Birtel, d'aucuns dans le grand public pensent effectivement que ce qu'on trie n'est pas obligatoirement recyclé. C'est votre sentiment à vous ? Oh, pas du tout. Pas du tout. J'ai parlé de gestion globale tout à l'heure. Cette gestion globale commence avec le ramassage des déchets qui sont séparés déjà au départ en 3 sacs couleurs.
Et ces 3 sacs couleurs contiennent des déchets organiques, contiennent des déchets valorisables qu'on a vus là, et contiennent les résiduels, hein, donc qui sont mis en décharge ou traités par un système thermique. Donc. Et donc, le recyclage donne de très bons résultats. Et d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des financements qui viennent d'éco-emballage pour ça, et ça permet donc de redonner un petit peu d'argent aux communautés de communes qui donc sont dépositaires, notamment pour les déchetteries, aussi des produits qui sont recyclés. Donc c'est une opération qui est intelligente et qui permet d'avoir une gestion visible donc, de tout ce qui rentre et de ce qui sort. Messieurs, une réflexion d'un éco-usager, si vous le permettez. En fonction des régions, on a des bacs de couleurs, on a des contenants de couleurs, jaune, vert, on s'y perd un petit peu. Est-ce que finalement, ça ne serait pas plus pertinent d'avoir une harmonisation des couleurs ? On est en train de prendre la voie de cette harmonisation. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on peut retrouver parfois des couleurs différentes ou des façons de trier qui peuvent être différentes. C'est une des demandes des pouvoirs publics à travers le Grenelle de l'environnement de faire qu'on ait une même consigne sur toute la France. La tendance est plutôt, on est aujourd'hui à 80% au code couleur jaune. Aujourd'hui, le tri, c'est bien intégré. Les emballages, c'est en jaune. Les journaux, papier, carton, s'ils sont collectés séparément, c'est en bleu. Et le vert, bien évidemment, c'est en vert. Donc on va progressivement, lorsqu'il y a des renouvellements, qu'on remet à jour les consignes de tri, et si le couvercle, il est, mettons, bordeaux, on va mettre un autocollant jaune dessus, et puis au prochain renouvellement, on passera en jaune. La tendance est vraiment d'y aller de plus en plus vers cette harmonisation au niveau national. Mais la collecte sélective, éco-emballage, on a en charge l'organisation sur tout le territoire, on l'a faite avec les communes, avec les collectivités locales, et chaque territoire est différent. Et donc certains choix ont été faits aussi en fonction des outils industriels et du contexte local. Et c'est pour ça aussi qu'on a cette différence. Alors ce qu'on vient de voir, l'exemple qu'on a vu avec le verre, on peut bien évidemment le faire avec le métal, avec les canettes effectivement en métal que vous avez devant vous, mais on peut le faire aussi avec les plastiques. Finalement, on peut presque tout recycler. Alors aujourd'hui, on a en France, on recycle 3,2 millions de tonnes d'emballages chaque année. Il reste encore 1 million de tonnes d'emballages qui sont recyclables et qui pourraient créer de l'emploi et développer l'économie, l'industrie en France. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trie plus. Mais aujourd'hui, tout est recyclable. Il reste néanmoins quelques emballages sur lesquels il faut encore qu'on travaille, que ce sont des complexes, où on mélange plusieurs matières. Et là, ça rend plus compliqué derrière le recyclage. Mais c'est surtout, ils sont conçus pour protéger le produit. Et les industriels travaillent pour faire évoluer leurs emballages. Vous avez des produits qui étaient avant, vous aviez du carton, du métal et du plastique. Aujourd'hui, c'est un seul et unique matériau. Et le rôle d'éco-emballage, il est d'agir auprès des entreprises pour qu'elles modifient leurs emballages avec un système de bonus-malus. Si l'emballage perturbe le recyclage, il va avoir un malus. Par exemple, tiens, dites-moi, ce bouchon, il est fabriqué en quoi ? Traditionnellement, je crois que c'est un bouchon en céramique. Eh bien, vous avez tort. Ce bouchon, aujourd'hui, il est en plastique, ce qui ne perturbe pas du tout le recyclage. Par contre, s'il était en céramique, eh bien, la céramique, elle fond moins vite et ça pose des problèmes, ça laisse des petites inclusions dans la bouteille et ça perturbe le recyclage. Deuxième exemple, vous avez aujourd'hui des pots, un cire, pour des yaourts par exemple. Il n'y a pas de filière de recyclage. Éco-emballage applique un malus de 100%. C'est-à-dire que la contribution est doublée. Ça, c'est de la poterie, là. Là, on est dans la terre cuite. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, progressivement, c'est que les industriels les remplacent par du verre, qui est 100% recyclable à l'infini, et qui rentre dans les consignes de tri pour être recyclé, notamment dans les Vosges, bien évidemment. Alors dans les Vosges, on en parle, M. Jourdain. Je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que les déchets, ce ne sont malheureusement pas que les emballages. Parce qu'effectivement, les emballages sont pour une grande majorité recyclables. Enfin, je suis moins affirmatif que M. Neumann sur le fait que presque tout est recyclable. Il y a encore pas mal de plastique, effectivement, qu'on a du mal à recycler. Mais l'essentiel des déchets qui restent dans la poubelle ne sont pas recyclables. Donc aujourd'hui, on a effectivement cette problématique, c'est qu'il n'y a pas de filière. Donc on est toujours en besoin de conserver des exutoires qui soient de l'incinération, de l'enfouissement, pour pouvoir gérer tous ces déchets que les producteurs ne savent pas rendre recyclables. D'un autre côté, il y a aussi quand même un élément important à prendre en compte, c'est que
l'économie circulaire que j'évoquais tout à l'heure a beaucoup progressé ces 20 dernières années, notamment grâce à des éco-organismes comme Éco-emballage. Et c'est vrai que il y a 20 ans, un certain nombre de filières n'étaient pas rentables, notamment les plastiques. Ça coûtait plus cher de mettre les plastiques dans le bac de recyclage que dans la poubelle traditionnelle. C'est vrai que l'économie se structure, que les filières se structurent, que l'offre crée la demande et la demande crée l'offre, et qu'aujourd'hui on arrive à des filières qui sont équilibrées. Donc c'est vrai que l'aide des pouvoirs publics, avec la création des éco-organismes, avec les éco-contributions, a permis à des filières de devenir matures. Il n'y a pas de raison que sur des déchets qu'on ne sait pas recycler aujourd'hui, à terme, on n'arrive pas à créer ces filières. Ce qui est sûr, messieurs, c'est qu'effectivement, on peut faire évoluer les mentalités. Je vous propose de regarder un exemple dans vos Vosges, qui décidément sont à l'honneur, M. Jourdain, avec une prise de conscience pour lutter contre le gaspillage. Et c'est une initiative qui a été prise notamment dans les restaurants avec l'Union des industries de l'hôtellerie, qui édite une charte de l'anti-gaspillage. Je vous propose de regarder ce reportage d'Aurélie Renard et de David Bailly. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Ouais. Ben voilà, superbe. Ils sont encore vivants. Ils bougent. L'arrivage de ces cèpes aura décidé le chef. Ce midi, au menu de l'auberge, le champignon sera à l'honneur. Un produit local qu'il est hors de question de gâcher. Donc les cèpes, certains vont prendre le cèpe et faire ça. Ça, j'utilise, on se casse pas la tête. Moi, je dis le cèpe, c'est ça. Le cèpe, on va éplucher le pied. D'ailleurs, ça, je vais le reprendre. C'est sûr que c'est un peu plus long. Mais en fin de compte, c'est du rejet en moins. J'ai presque rien en rejet. Les moins beaux champignons partiront pour une soupe. Les meilleurs seront rôtis dans la minute. Et le cèpe est bien loin d'avoir un traitement de faveur. Ici, tout ce qui est travaillé l'est avec l'idée de jeter le moins possible. De cette courgette qui dort, il ne reste que les deux extrémités. Idem pour la pintade. Les coups, souvent, ce qu'on peut faire, c'est on peut les faire confire. Les ailerons, on les fait ce qu'on appelle trousser. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester la carapace, les pointes d'aileron qui serviront à faire la sauce de base. Transformer un maximum, faire appel aux techniques de cuisine pour que chaque ingrédient donne le meilleur de lui-même. Une démarche écologique mais aussi économique. Et au final, une philosophie pour ce chef. C'est respecter ce que la nature nous donne. Ce que les hommes font pour nous, d'autres, et respecter leur travail, c'est aussi, ça va beaucoup plus loin, c'est une philosophie, hein, l'économie et l'écologie. Ouais, j'ai 2 pâtes, une frite, une poêlée, on serve là. À 40 km de là, changement d'ambiance. Ici, le midi, c'est la course. La bergamote est le repère des travailleurs du coin. Les portions y sont généreuses, parfois trop. Alors pour éviter le gaspillage, le restaurant propose de repartir avec les restes de son assiette. Pas encore évident pour tout le monde, les habitudes ont la vie dure. Je suis la génération à laquelle on a appris à terminer ses assiettes. Donc je vous promets que je ne laisse jamais rien dans mes assiettes. C'est pas encore une habitude, mais ça commence un petit peu à se faire. Les gens commencent à prendre conscience que une fois qu'ils payent, il faut qu'ils puissent consommer jusqu'au bout. Le doggy bag, d'usage aux États-Unis, n'est pas encore totalement entré dans les mœurs françaises. Mais Liliane, venue déjeuner avec des amis, se laisse convaincre aujourd'hui pour la première fois de sa vie. Je vais demander un bout de papier ou une petite boîte pour remporter le morceau qui reste, parce que c'était bien bon, mais j'ai plus faim. Dans la banlieue d'Épinal, un peu plus d'une trentaine d'établissements proposent désormais la petite boîte de reste, incitée en cela par l'organisme de collecte des déchets, le SICOVAD. Ici, voilà plusieurs mois que l'expérience est menée, à la satisfaction générale. Les gens apprécient, ouais. Les gens apprécient et puis c'est toujours bien pour l'environnement. On est quitte de nous de jeter et puis les gens récupèrent. Quoi demander de plus? En amont, avec le travail des produits. En aval, avec le doggy bag, les idées existent, des manières d'agir gagnantes pour tous, une façon d'influer sur l'avenir. 900 000 tonnes de déchets sont produites annuellement en France par le seul secteur de la restauration. Une réaction vosgienne, Monsieur Jourdain. Oui, parce qu'en fait, c'est pas la banlieue d'Épinal. C'est l'initiative du SICOVAD que je préside, donc d'avoir lancé ce doggy bag dans la restauration commerciale du secteur des Vosges centrales, en fait. Et donc, ça va bien au-delà de la banlieue d'Épinal. Et c'est effectivement une opération assez intéressante d'un point de vue des tonnages réduits, mais également de la sensibilisation des gens à la lutte contre le gaspillage alimentaire. On a copié l'exemple américain, effectivement, du doggy bag. Il y a une approche du traitement des ordures ménagères
que vous voulez évoquer, Monsieur Birtel, c'est quand même l'incinération. Et là, vous êtes plutôt partagé, vous. Ah, je suis plutôt contre. Hein. Oui, vous l'avez compris. Si on est arrivé à avoir sur le secteur de Forbach, et quand je dis le secteur de Forbach, ça a démarré là, mais maintenant on est sur un secteur qui recouvre 385 000 personnes. Et c'est le CIDEM donc, qui gère l'ensemble de ce secteur, avec en finalité donc, une méthanisation et avec une gestion globale de l'ensemble de la prise en charge des déchets. C'est bien parce qu'on avait au départ des usines d'incinération en pagaille, pas seulement une, qui était programmée et qui donc ont fait l'objet de luttes contre. Hein. On a estimé à l'époque, et à juste raison d'ailleurs, que finalement, après réflexion et études, que la méthanisation, c'était la solution la moins onéreuse, c'était la solution la moins égoïste, puisque on ne brûle pas tout, et puis finalement, c'était aussi la moins polluante. Donc voilà les 3 critères qui nous ont amenés à pousser pour qu'il y ait autre chose, et c'est donc la méthanisation pour les organiques qui a été mis en place, avec tout ce qui entoure donc globalement cette industrie, parce que c'est une industrie qui maintenant a permis d'embaucher 200 personnes, ce qui est quand même énorme. Et ça représente pratiquement le tiers du département de Moselle. Très rapidement, effectivement, vous me disiez en aparté qu'on avait des gros progrès à faire, on avait bien compris, notamment en matière de traitement des déchets plastiques. Alors, le taux de recyclage en France des emballages, c'est 67%. Mais quand on regarde matériau par matériau, sur le plastique, aujourd'hui, on recycle seulement 23%. C'est uniquement les bouteilles et flacons, on en recycle 1 sur 2, donc il y a encore des efforts à faire. Et l'enjeu que nous allons avoir dans les années à venir, c'est de doubler ce taux de recyclage d'ici à 2022. Et ça passera par des étapes où on va étendre la consigne aux autres plastiques qui aujourd'hui ne sont pas à trier, par exemple le pot de yaourt, blister. Et demain, on pourra trier l'ensemble de ces plastiques, les filières seront créées et ça permettra d'augmenter le taux de recyclage. Messieurs, merci de nous avoir éclairés. On reparlera longuement sur France 3, effectivement, à l'occasion de la COP21, fin novembre et décembre sur cette antenne. Merci à Sylvain Pierret et aux équipes techniques qui nous ont rendu possible cette émission. Et puis tout de suite, vous retrouvez Régis Godu qui va vous informer. Bonne journée sur France 3.